Et bonsoir. Bonsoir. Il est 19h, j'arrive enfin à stream. Youpi. Et... hop là. Yo. Comment ça va? Je suis mort de fatigue, j'ai 2 de tension. Quel meilleur moment pour lancer un stream que maintenant? Voilà. Hein. Voilà. Et oui, mais on est le 2 octobre. Et j'ai loupé hier. Parce que, comme j'ai dit, j'ai 0 énergie. Mais on va pas louper tout le mois d'octobre quand même. Merde. Donc voilà. Du coup... jour de... n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça. Halloween, bordel. Voilà. Bon, c'est pas tout de suite, mais j'ai prévu... Je sais pas quoi faire avec mon micro, ça m'énerve. J'entends que j'ai un son de merde, mais malheureusement, je peux rien y faire pour l'instant. Navré, il en va ainsi, c'est comme ça. Toujours est-il que pour les micros, rassurez-vous, j'ai acheté un nouveau micro. Et il m'a pas coûté trop cher. Il va arriver vendredi. Donc, aujourd'hui, demain, c'est les derniers jours où on se tape un son de merde. Et a priori, vu le micro, ça va être bien. Voilà, j'ai pris le Yeti Orb, qui apparemment est très bien. Il a des conditions qui emmerdent un peu certaines personnes, mais moi, ça m'emmerdera pas, parce que moi, ça va. Moi, j'ai vérifié, ça ne me gênera pas, parce que c'est pas des problèmes que je vais rencontrer. Enfin, en gros, le gros problème, c'est que la spatialisation a tendance à un peu faire chier. Et surtout, c'est un truc avec processeur, je sais plus quoi. En gros, plus il est loin et moins on l'entend. Enfin, moins on entend la personne qui parle dedans. Logique, hein, vous me direz. Mais avec les micros comme celui-là, c'est encore plus chiant. Sauf que, je suis très près de là où je vais mettre le micro, donc ça me gênera pas. Et 2, donc ça va vraiment pas poser problème, quoi. Et ouais. Donc si le micro est trop haut, trop bas ou quoi, on s'en fout. Hein. Je peux totalement régler ce souci. Hein. Et ça, c'est bien. Donc, bientôt, le problème de micro devrait être réglé. Et c'est bien, parce que l'essentiel de ce que je fais ici sur Twitch, ça se rapproche quand même fort du podcast. Et avoir un micro de merde, bon. Hein? Ouais. Donc voilà, on va enfin avoir du matos correct. Et là, en vrai, si on fait le point... Bon, c'est moi qui ai fait mes trucs, donc c'est un peu cheap, mais ça va, je trouve, ça va. Le décor, ça va. Si, ça va. Et pour le reste, on a quand même un... On a une lumière qui est pas suffisante, mais elle est mieux qu'avant, ça c'est clair. Et puis bon, la lumière, vous êtes gentil, mais moi il y a des trucs pour lesquels j'ai pas la thune. Hein. Donc ça, c'est mieux qu'avant. Si vous voulez aller voir ce que ça rendait avant, allez voir sur ma chaîne Twitch et le lien est sur mon. Allez voir sur ma chaîne YouTube, le lien est sur ma chaîne Twitch. La page Twitch, vous verrez que ça avait rien à voir. C'était austère. En fait, on aurait dit les backrooms. Hein. C'était austère, c'était moche, c'était jaune blanc dégueulasse. Et là, c'est jaune blanc, mais c'est pas le même. Et je trouve que c'est plus joli. Et si je veux changer, je peux. À tout moment, je peux. Hop, comme ça. Bon, là, c'est fort rouge. J'entends bien. Là, c'est moins rouge normalement. C'est toujours fort rouge. Mais bon, c'est moins, c'est moins. C'est moins. N'est-ce pas? Voilà. C'est mieux là. C'est bien là, non? Voilà. Donc la lumière est mieux. Normalement, la lumière est beaucoup mieux. Donc la lumière est mieux. Le son va bientôt l'être, promis. Le micro doit arriver vendredi, sinon lundi. J'espère qu'il arrivera vendredi. Et voilà, je suis enfin bien mis. Moi, je me mets mal, mais parce que je suis un gros kéké, mais je suis enfin bien mis sur mon bureau qui avant faisait 62 cm de haut parce que je vis chez les nains. Maintenant, c'est plus le cas, voilà. Donc c'est bien. Et j'ai déjà dit, je ferais bien des streams debout, mais mon décor, il est tout petit. Donc ma tête, mais en gros, le haut du décor m'arriverait là. C'est un petit peu gênant parce que du coup si je veux mettre ma tête on ne verra pas. Je suis pas spécialement grand, hein. Je fais 1m71. Pour un homme c'est une taille moyenne. Mais comment vous dire que le décor derrière est tout petit quoi. Donc c'est de la récup. On va dire je prends des meubles qui traînent par là quoi. Du coup forcément voilà, je fais ce que je peux. Mais voilà, donc le problème de lumière qui je trouve était franchement dégueulasse et un petit peu réglé. D'ailleurs, ça s'en ressent avec la caméra qui est un petit peu moins floue qu'avant. Et ça, c'est grâce à la lumière. Il y en a plus. C'est justement pour ça. Parce que j'ai différents modes. Là, je joue en débit d'image. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus... Vous voyez?
Voilà, là c'est incroyable, mais on perd un peu en image, où je peux vous laisser comme ça. Là c'est un peu moins bien, mais on a de la lumière, mais c'est flou. Voilà. Après j'ai envie d'essayer de le mettre en débit d'image, ça va peut-être un peu demander, en demander beaucoup plus à mon PC. Donc je sais pas si c'est tellement une bonne idée, mais écoutez, nous pouvons tenter. On peut tenter, totalement, c'est possible. C'est juste que je vais pas trop en demander à mon PC, voilà. Hein, il galère déjà assez à faire n'importe quoi. Donc moi je stream avec un PC portable, hein, c'est vraiment pas conseillé. C'est vraiment le meilleur moyen de niquer votre PC, mais je m'en fous. Donc, enfin non, je m'en fous pas de niquer mon PC, mais j'ai envie de streamer, donc je fais ce que je veux. Bref, petit poinçon comme d'habitude. Parce que je vous rappelle que j'ai un réseau vraiment pourri de merde à chier ici, donc il faut que je check s'il y a un décalage entre ma voix et mon fantastique visage. Non, c'est bon. Ok, bon, bah écoutez, tant mieux, le son m'a l'air ok. En termes de tonalité, je veux dire, malheureusement, je sais bien, le son il est nul. Rassurez-vous, ça va être réglé. Mais donc voilà, je disais, ouais, le plan aussi est un petit peu mieux, j'en suis assez content. Donc voilà, ah oui, je voulais améliorer un peu ça, parce que du coup, on le voit moins bien. Donc on va surexposer un peu ça. Voilà. Écoutez, si j'avais une autre lampe à mettre quelque part, je la mettrais quelque part, mais bon. Alors attends. Ouais. Comment j'enlève ça? Allez 2 secondes, je viens, j'arrive. Ouais. Et je veux aller... Ah bah il s'est fait autobahn, bah, c'est parfait. C'est parfait, comme ça il m'emmerdera pas. Je vois pas quoi faire d'autre. Non, il est ban là. Oui. Ah, avec ce truc là, j'ai l'option shutout tout de suite dans le... C'est trop bien. Franchement, si vous envisagez de streamer, n'hésitez pas à utiliser Twitch Chat. Hein. Twitch Chat, c'est la vie, hein, c'est trop bien. C'est vraiment très 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 cool. Voilà, Twitch Chat, c'est fantastique. Hop. Oui, ça, du coup, c'est bon, on peut le dégager. Voilà. Voilà, donc on a du coup une meilleure image voilà, donc c'est bien. Youpi. Maintenant que j'ai de la lumière, c'est vrai que je peux changer. J'ai tellement l'habitude de mettre le mode exposition pour qu'on voit mon visage que du coup, qu'on le voit et qu'on perd pas à cause de la lumière, quoi. Maintenant que j'ai une lumière mieux, un petit peu mieux, bah du coup j'ai plus ce souci. Donc c'est vrai que je peux totalement penser à mettre le mode. C'est pas exposition qui s'appelle, c'est le mode débit d'image. Du coup, vous aurez un meilleur débit d'image, quoi. Fatalement, c'est mieux. Donc voilà. Je découvre des trucs en live, j'avais complètement oublié que cette option existait parce que ma lumière était tellement à chier que c'était pas possible de mettre ça. C'est un petit peu mieux, c'est clair. Mais du coup, l'image est un petit peu moins bien. Donc voilà, vous me direz si c'est chiant ou pas. On me voit mieux, mais on me voit aussi moins bien. Voilà. Bref. Donc voilà, je trouve que j'avance pas mal, j'arrive à régler pas mal de trucs. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, j'ai un décor qui est là. J'allais dire, il ressemble à quelque chose, on va peut-être pas le lâcher trop vite, ça, mais il y a un fond. Remarquez qu'il y a un fond, il est là. On a un chat. Ça, c'est le cadre de chat, c'est moi qui a fait. Et c'est bien. Et puis le cadre tout court, ça aussi c'est moi qui l'ai fait. C'est que du pixel art, du coup c'est pas terrible parce que c'est moi qui l'ai fait et surtout je l'ai fait sur une appli sur mon téléphone et écoutez, je fais ce que je peux. Voilà. D'ailleurs sachez que les alertes c'est les pixel art aussi et rassurez-vous ils rendent mieux parce que c'est des plus gros, c'est des animations et des petits. Je l'ai un peu mieux travaillé ça. C'était des trucs que j'avais déjà fait avant. Le sablier c'est une version retravaillée de ça, qui je trouve rend quand même vachement mieux. Et le cadre en bois, c'est un truc que j'ai fait vite fait, à la vite, vraiment en 2 secondes, parce que j'avais envie de mettre un cadre, mais que mon ancien cadre me plaisait pas, alors j'ai changé de cadre et j'ai fait celui-là. Voilà. D'ailleurs, il y a une version avec des feuilles, mais elle est très très moche, parce que ça se voit normalement sur le plan là, vous pouvez le voir. C'est très distordu, toute l'image, elle est bizarre. Et c'est chiant, voilà. Donc, mais je trouve que ça rend quand même mieux qu'avant, donc je garde, je suis content. Mais c'est tout de même un petit peu triste, hein. Malgré tout. Tiens, j'avais pas vu qu'on a un pixel noir en dessous, en bas à droite du... Est-ce que je peux l'enlever, ça? Ouais, le problème, c'est que si je l'enlève, j'enlève une partie du truc en dessous aussi, quoi. On va tenter comme ça. Ouais, mais du coup, on voit plus le... Tant pis! J'ai pas envie de me faire chier 8 ans avec ça. Tant pis!
On verra une autre fois. Moi, je vous ai dit, j'ai 2 de tension et pas d'énergie. Je peux pas là. Là, je peux pas. Donc voilà, du coup je trouve que j'avance bien sur ma chaîne, ça commence à ressembler à quelque chose dans l'ensemble et ce sera bientôt audible. Ça c'est quand même la meilleure partie je trouve, parce que ce que je fais ici c'est essentiellement lire des articles et parler, donc il faut qu'on puisse entendre ma voix, et ma voix, les micros c'est compliqué, surtout à régler, surtout quand on n'y connaît rien, et moi j'y connais que dalle. Et j'ai pris, il y a un moment, il y a quelques années j'avais déjà pris un casque, celui-là, pour avoir du son, etc. Et j'ai vu qu'il y avait un micro dessus. Et je me suis dit, cool, ça me serait utile un jour, on sait jamais. Et quand j'ai décidé de streamer, je me suis dit, ah, il y a un micro, youpi. Et puis, ouais, mais sauf qu'en fait, c'est un... Je sais pas si c'est le micro qui est nul ou si c'est moi qui sais pas le régler. Je pense que c'est surtout moi qui sais pas le régler. Mais le fait est que ça va pas. Hein. Le son est dégueulasse. Et j'ai essayé tout, hein. J'ai pris les pré-réglages de Logitech sur leur appli, j'ai tenté de modifier les trucs, j'ai pris Vanilla, il y a rien qui va. Ah, effectivement. Ah oui, c'était bien ça, hein. C'était une vague de botting. Ah bah oui, et j'ai bien fait de mettre des protections du coup pour éviter de me faire casser les couilles. Bravo à moi d'avoir utilisé mon cerveau, c'est cool. M'évitera des emmerdes à l'avenir. Oui, il y a des bots qui essaient de spammer des trucs dans mon chat, mais ils peuvent pas. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi? Je sais plus. Oui, bah donc mon micro, il a chier. Hein. Je fais ce que je peux avec, mais malheureusement, limité. Donc voilà. Du coup, je trouve que quand même, par rapport à... En sachant que je suis pas très doué de manière générale, mais alors avec mon PC, etc., c'est vraiment très compliqué. Je trouve qu'en vrai, ça ressemble à quelque chose un peu chez moi maintenant. C'est bien, je suis content. Je suis assez joasse. Donc c'est cool, je suis un peu satisfait et ça me fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce que je fous là? Et ben donc on va parler toujours de bébêtes bizarres parce que sur la chaîne c'est ce qu'on fait, on parle de bébêtes chelous, assez peu connus par rapport à ce que moi je trouve connu et peu connu. Évidemment, hein, c'est subjectif, mais en général il arrive quand même qu'on tombe sur des bébêtes que les gens ne connaissent pas. Donc voilà. On a fait genre plus de 4, merde, je sais plus si j'ai écrit les dernières dans la liste. On a fait environ entre 80 et 90, plus proche de 90 espèces en tout genre, que ce soit des plantes, des animaux, des champignons, des bactéries, des trucs, des organismes unicellulaires, tout un tas de trucs, des éteints, des actuels, des ce que tu veux. On fait de tout. On a même fait un virus. On n'en fait pas souvent des virus parce que c'est pas très fun, hein, les virus souvent, ceux sur lesquels je peux tomber quand je fais des recherches pour les lives, souvent c'est des virus qui tuent les gens. C'est un peu le concept des virus, c'est pas top. Donc on évite, mais j'en ai fait un une fois pour essayer de voir un peu le concept de base, et puis c'est tout. Donc je compte pas revenir dessus. Mais voilà, il y a énormément de bébêtes bizarres à découvrir. Et donc ici c'est ça qu'on fait, on voit un peu qu'est-ce que c'est que ce truc, où est-ce que ça vit, qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que c'est que cette capacité chelou, hein, entre des salamandres qui n'ont pas Dieu et des antilopes avec une trompe. Et le monde il est bizarre, il est très bizarre, et du coup moi ça me rend enthousiaste, donc j'aime bien découvrir un peu des bébêtes partout. Et il y a donc des listes de tout ça que je tiens, donc il y a aussi les centres d'alerte. Il y a les centres d'alerte dans lesquels vous pouvez jouer des sons des bébêtes qui sont passés en live. Malheureusement, je suis limité dans les sons que je peux importer avec centre d'alerte. Tout est gratuit, il n'y a pas de bits. Hein. Moi j'ai 11 followers sur ma chaîne, 12, je sais plus, bref. Donc on n'est pas beaucoup. Donc il n'y aura pas de bits, il n'y a pas de monnaie à utiliser sur la chaîne ou quoi. Mais donc tout est gratuit. Et voilà. Et donc vous pouvez utiliser les sons des espèces qui sont passées en live, mais je suis limité dans le nombre que je peux placer, et je crois qu'il m'en reste qu'une dont je peux encore utiliser, qu'un seul son à importer dans le centre d'alerte, et c'est un petit peu dommage. Il faudrait que je trouve d'autres trucs. Le problème c'est que les autres moyens que j'ai trouvé de mettre des alertes de son font que je suis obligé de laisser une nouvelle page ouverte sur mon PC en permanence pendant le live, et il galère déjà suffisamment comme ça. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée de lui rajouter de la charge encore en plus. Du coup tant pis. Voilà, vous ratez donc la commande paix. Et oui, j'ai programmé une commande paix, oui, j'en ai même programmé 2. Mais tant pis, voilà, le jour où j'aurai un meilleur réseau et d'autres trucs,
voilà, et de la place sur mon PC et tout ça. Il faudra songer, et un PC peut-être un peu plus puissant, faudra songer du coup à passer à d'autres solutions, mais là pour l'instant je peux pas. Donc voilà, il y a aussi le ronronnement de mon chat dans les sons d'alerte, si vous voulez. Et donc voilà, donc c'est limité, il n'y a pas tout, on a fait genre presque 90 espèces et il n'y a qu'une trentaine de sons disponibles dans son d'alerte, donc on est limité, mais ça va, il y a quand même quelques trucs. Et il y a les totems. Vous pouvez vous faire totémiser avec les commandes totem, point d'exclamation totem en minuscule dans le chat, et vous aurez toutes les commandes principales sont dans le titre, et sinon vous pouvez taper la commande commande qui est aussi dans le titre dans le chat et vous aurez la liste de toutes les commandes. Voilà, ça fait beaucoup de fois commande. Hein. Donc, vous pouvez vous faire totémiser comme chez les scouts, donc vous faire attribuer un nom d'animal ou de toutes les espèces qui sont passées en live, en l'occurrence, et vous aurez une blague écrite par Bibi, donc certainement pas très fun, mais écoutez, moi ça me fait rire. Moi j'ai un humour de merde facile, donc voilà, les totems, ouais. Ce sera pas super, on est d'accord, mais voilà. Donc ça. Et mais c'est marrant quand même, moi j'aime bien, je trouve ça drôle. Donc ça, ensuite, donc j'ai dit les totems, j'ai dit, je sais plus, j'ai dit l'essentiel en vrai. Donc voilà, ici on parle de bébêtes chelous en général, mais on est en octobre. Oui, parce que ça fait 20 minutes que je tourne autour de ce truc-là, mais en fait c'est à ça que je voulais en arriver. Moi, vous savez, les fils rouges, c'est compliqué. Et en plus j'ai un TDAH, donc c'est bon. Garder le fil rouge là c'est horrible. Donc j'allais dire, oui c'est compliqué, j'allais dire le mois d'octobre, et donc ce sera le Creepy Month, parce que j'ai changé 4 fois de nom avant de l'écrire, parce que, et ça m'arrange pas parce que j'avais prévu d'appeler ça le Spooky Month, mais ce matin, hier ça aurait pu s'appeler Spooky Month si j'avais streamé, mais je l'ai pas fait. Et ce matin, je lis sur Twitter des gens, souvent pas très heureux, c'est Twitter, hein, c'est de la merde. Et dans le tas de tous ces gens pas très heureux qui se tapent dessus, je vois une personne qui explique que Spooky, je saurais plus vous dire pourquoi exactement, mais Spooky, le mot Spooky en anglais, a des racines énormément connoté raciste. Donc je m'en sers plus de ce mot, voilà, hein. On va pas appeler ça le Spooky Month du coup. Allez, hein. Du coup, comment qu'on fait? Eh ben j'ai tapé synonyme. J'ai tapé synonyme spooky et j'ai trouvé des trucs et des machins et j'ai filtré. Et il se trouve que j'avais pensé creepy ou scary month. Et scary ça marche bien, mais creepy, oui, moi je suis chiant à ce point-là, j'ai été voir dans la vraie signification des mots dans le détail. Scary, c'est quand tu sais que t'as peur de quelque chose et que tu sais pourquoi t'as peur et que c'est légitime. Creepy, c'est quand tu sais pas vraiment. Tu as peur, mais tu sais pas si c'est vraiment légitime. Par exemple, un mec qui vous yeux dans la rue, vous avez peur, mais il va peut-être pas forcément venir vous taper dessus. Peut-être que juste il regarde quelque part et que vous êtes devant, quoi, on sait pas. Voilà, s'il sort un couteau, là vous êtes, là c'est scary, voilà. mais c'est juste qu'il regarde dans le vide et que vous êtes devant, bah voilà, bizarre quoi. Ou un mec qui a l'air de vous suivre dehors, voilà. Bref. Donc, ce sera le Creepy Month et on fera avec. et j'ai mis des petits fantômes dans le titre. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça va changer? Bah ça va changer que, pareil, comme d'habitude, on va parler d'espèces bizarres, mais on va parler d'espèces qui font peur. Voilà, parce que j'ai envie. Et j'ai fait des petites recherches. Bon, on a vu, comme je l'ai dit, plus de 90 espèces en live. Donc, on en a vu quelques-uns, des trucs. Et il y en a quelques-uns dans le tas qui étaient un peu bizarres. Et je me suis dit, comme c'est assez compliqué de tirer les vers du nez à ChatGPT, parce qu'en général, quand le chat propose pas d'idées, sachez qu'il y a une commande d'ailleurs, point d'exclamation roue, RUE, qui lance une commande aléatoire, enfin qui lance un sujet aléatoire de trucs du vivant. Ça peut être des reptiles, des oiseaux, des mammifères en tout genre, de ce que tu veux, des bactéries, des champignons, ça peut être un peu de tout. Et après, moi, je vais demander à ChatGPT, tiens, cite-moi une espèce de ce machin-là, qu'est-ce que c'est? Et cite-moi une espèce donc bizarre et peu connue. Et voilà. Et comme nous, humains, on a fort l'habitude de certaines espèces qu'on voit tout le temps, genre les vaches,
ou les chevaux, et pas du tout d'autres qui sont moins visibles ou qui sont totalement oubliés ou dont les gens se foutent, bah du coup ça fait qu'on a fort l'habitude de nos petits trucs habituels, et puis dès qu'on en sort ça devient super exotique, alors qu'en fait vous pouvez trouver ça parfois près de chez vous, hein. Donc voilà. Bon, ici je pense au tapir, au frotté en guillard, des trucs comme ça, la salamandre Holm, et tous ces trucs là. Évidemment pas possible d'en trouver derrière chez vous je pense, hein, mais on en a fait quand même quelques-uns, qu'il y a moyen de les trouver pas trop loin. Après, faudrait vraiment se retaper toute la liste. D'ailleurs, sachez que pour les 1 an de la chaîne, il y a quelques semaines, c'était en septembre, c'était alors début ou mi-septembre, je sais plus. Quelque part par là, on a fait l'anniversaire et j'ai fait une tier list de toutes les bébêtes qui sont passées. Ça fait genre plus de 80 bestioles en une soirée. J'ai fait une tier list de tout. Voilà. La tier list n'est pas disponible parce que je ne l'ai pas rendu public, parce que j'ai pas pensé sur le moment parce que je suis un peu con. Mais rassurez-vous, le live, enfin la VOD est disponible sur ma chaîne Twitch, et j'ai fait un post sur Insta. Vous pouvez retrouver la tier list telle quelle. J'ai fait une photo, enfin c'est pas vraiment une photo mais j'ai posté le. Voilà. Vous pourrez la retrouver, et tous les liens sont comme d'habitude sur la page Twitch, donc vous avez accès. Voilà, que dire de plus? Donc voilà, on va faire des bébêtes bizarres. Et donc j'ai fait le plein, comme je disais avant que je parte dans mon truc avec les commandes. En général, je demande à ChatGPT des trucs. Mais comme là, c'est un peu compliqué de lui tirer les verres du nez des gens en général, et que là, il s'agit de lui demander des bestioles encore plus spécifiques qui font peur, et ChatGPT étant une IA, c'est un peu compliqué de se mettre d'accord avec lui sur ce qui fait peur et ce qui fait pas peur, j'ai fait des petites recherches en avance. Et là, en 2-3 jours, je vous ai trouvé quelques espèces, pas piquées d'hannefion, qui vont nous faire peur, peut-être. À vous de voir, ça dépend. Moi, je suis une grosse flippette, voilà. Et j'ai très peur des requins. Donc les poissons, moi, ça va, mais c'est compliqué. Donc voilà. Et vous allez voir que dans le tas, il y en a quelques-uns qui sont plus creepy que scary, rappelez-vous, mais ils sont pas agréables à regarder. Voilà. Donc on va commencer, mais alors avec qui? Parce que j'en ai quand même une chier, j'en ai une grosse dizaine, hein, de bestioles maintenant. Et en vrai, il y en a quelques-uns. J'ai été voir dans les tops d'Animalia, un site dont je me sers beaucoup comme source pour pouvoir trouver des infos sur l'état de bébêtes qui passent en live, parce que c'est pratique. Animalia, c'est un site qui donne beaucoup d'infos sur les animaux, et des infos qui sont un peu mieux que Wikipédia, genre l'animal il vit le jour. Non, c'est plutôt l'animal est diurne, il mange ça, il fait ça, il a des habitudes XX, et c'est bien. C'est beaucoup plus. En plus, c'est une bonne mise en page et c'est bien mieux foutu, je trouve, Animalia. Mais c'est quand même parfois un peu limité. Ça donne aussi la. C'est un genre de Wikipédia en mieux, on va pas se faire chier, hein, voilà. Animalia, c'est bien. Et sur Animalia, qui répertorie plein d'animaux, ils ont des rubriques, on va dire des playlists, avec différents types d'espèces. Je savais pas ça jusqu'à ce matin, hein. Et j'ai découvert ce matin que dans leur playlist des espèces bizarres, et le pire c'est que ChatGPT est d'accord, il y a le bec en sabot du Nil. Et je comprends pas pourquoi, parce que moi je l'aime bien ce piaf. Donc voilà, on a qu'à commencer par celui-là. Voilà, quelle transition de ouf. C'était même pas fait exprès, juste j'allais me plaindre du fait que le monde est fou et que ce piaf ne fait pas peur. Et ben vous savez quoi, on va le voir tout de suite. Voilà. Mais d'abord, comme d'habitude, je vous rappelle que depuis quelque temps, j'ai fait un petit générique, on va dire une transition qui marche parfois. Dans une marche hein, maintenant, mais le fond noir, vous allez voir. Pardonnez le manque de professionnalisme, voilà. Hein, mais écoutez, la transition, elle marche bien, j'ai mis tout mon cœur et c'est moi qui ai tout fait. J'ai tout fait. Vous allez comprendre. Donc écoutez, voilà, j'en suis fier quand même. Et après la transition, que je vais appeler un générique, hein, sera plus simple, on va partir sur la bébête. Voilà. Let's go. Du clic, c'est magique. Du clic, c'est magique. Je clique, l'appareil photo sur moi peut compter pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal, moi je sais quoi faire. Du clic, c'est magique.
je suis... Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'était mon chat. C'était mon petit chaton de 8 ans et demi. Le petit chat. Alors du coup, le piou-piou, qu'est-ce que c'est quoi? Il est là. Admirez, c'est un beau piou-piou. Il vaut pas le gypette barbu. Hein, on s'entend. Si vous ne savez pas ce qu'est le gypette barbu, déjà honte sur vous. Et ensuite, allez voir. C'est très joli. Et c'est très spécial comme piaf. Il est passé dans live et c'est vraiment très très spécial. Et il est très cool et il est très beau. Donc allez voir. Et il est pas si rare que ça. Voilà. Moi je le connaissais pas du tout, mais en fait il est pas spécialement rare. Donc voilà, on va faire un petit point son encore une fois parce que je vous rappelle que mon son étant mon wifi étant nul à chier et qu'il a tendance à fluctuer, ma voix a tendance à se décaler et c'est chiant. Donc ouais, si, je pense que vous avez un décalage. Donc, on va régler ce problème-là tout de suite. Comme ça, on n'aura plus cette emmerde plus tard. En espérant que ça marche. Sinon, et c'est un peu chiant, n'est-ce pas? Parce qu'une fois sur deux, quand j'essaie de régler le problème, ça marche pas. Et à force de forcer, ça marche. C'est bon, ça marche. Parfait. Et ben nickel. Enfin, je pense. Oui. Si, je l'avais mis. Si, c'est bon. Ok, bah nickel. Tout va bien. Comme ça, on sera plus emmerdé. Parce que oui, il a tendance à fluctuer, mais pas dans les deux sens. Donc il a tendance à se détacher, mais pas au même moment. Mais parfois, il se resynchronise quand même. Mais là, maintenant qu'il a du décalage, ne vous inquiétez pas, c'est fait. C'est réglé, on n'aura plus de problème. Donc, le bec en sabot du Nil. Un très joli piou-piou. Un piou-piou un peu cruel parmi les tas de piou-piou qui ont adopté la même stratégie. Bon, moi, j'ai fait un petit travail de fin d'humanité de 50 pages. Lol. Quand j'étais en secondaire et dans mon travail, on va appeler ça un travail, je l'ai fait lire à des profs d'unif et ils étaient contents, donc on va dire que voilà, mais c'était pas du tout un travail universitaire, hein. Mais du coup j'étais d'autant plus content que des profs d'unif les validaient. Donc dans mon petit travail là, et en plus ils l'ont considéré comme une thèse. Dans mon petit travail, j'ai donc dû parler de ce piou-piou. Je m'intéressais à l'altruisme et à l'égoïsme, et je comparais le sens moral et philosophique au sens biologique. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je viens de le dire, le document fait 50 pages et non, on va pas faire ça maintenant. On va pas faire ça maintenant, c'est moi qui vous le dis. Mais j'ai donc dû parler du piou-piou. Pourquoi je me suis intéressé à celui-là? Parce que beaucoup de piafs ont cette stratégie de survie qu'ils font 2 à 3 petits, mais ça c'est plus rare. Je parle pas de tous les piafs, hein. Je parle de ce que moi je sais d'une généralité sur un certain nombre de piafs. C'est pas du tout représentatif. Mais voilà, on va dire que si. Donc les piou-piou, ils ont parfois tendance à faire 2 à 3 gosses et il y en a un qui va être favorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres vont crever de faim et que les parents vont pas les nourrir. Mais c'est pas cool. C'est pas très fun, hein, j'entends bien. Mais ça permet de faire survivre le petit qui est le plus résistant. Comme ça, à la fin, on a un gosse bodybuildé et les autres qui sont morts. Bon, c'est pas cool, mais le but de l'opération, c'est 1, de survivre, et 2, de transmettre tes gènes aux générations futures. C'est un peu le but du vivant, on va dire le vivant, pas de but, mais imaginons, hein, le vivant aspire à survivre et se reproduire, ou plutôt survivre pour se reproduire. Donc, avoir une progéniture qui va mieux tenir que 3 qui vont tenir à moitié, bah, c'est parfois plus intéressant. Voilà, chacun a sa strat, et le bec en sabot du Nil a préféré cette stratégie-là de faire quelques gosses et d'en laisser survivre qu'un seul qui va entretenir à fond en lui donnant toute la bouffe, etc. Et celui qui est moins fort, celui qui se fait bully par exemple, hein, dans les vidéos de zapping sauvage sur YouTube, vous pouvez voir une vidéo justement du bec en sabot qui laisse son gamin se faire bully, et l'autre qu'il est content, mais que du coup c'est un bully donc c'est une merde. Et donc c'est le bully qui va survivre. Et c'est comme ça, c'est pas de bol. Dit comme ça, on pourrait croire que, oui, la loi de la jungle, mon cul, si vous pensez ça, lisez ceci. Attendez 2 secondes, j'arrive. Ça. Et le titre est à l'envers parce que la cam est à l'endroit. Oui, je sais, c'est bizarre. Est-ce que je peux vous inverser ça? Normalement, oui, mais est-ce que c'est pas un peu chiant de faire ça tout de suite, là? Je vais avoir une crampe au bras. Oui, non, mais ça, je m'en fous. Ici. Et moi je veux inverser horizontalement ça. Oh, on le voit super bien en plus, c'est cool ça. Nickel. Oui, non, toujours pas. Là c'est mieux. Voilà. L'entrée de l'autre loi de la jungle par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle.
Des agronomes et biologistes de formation. Chercheurs interdépendants, ils ont quitté le monde académique. Voilà, voilà. Et donc, dans tout ce bouquin, vous remarquez les post-it, parce que j'en suis servi pour un travail de secondaire. Dans ce bouquin, il y a plein de trucs très intéressants qui sont dits, d'autres qui le sont un peu moins, je trouve. Et le bouquin a quand même une putain de brique à quoi, 400 pages. On est sur... J'ai cherché les numéros de page en bas et en fait ils sont dessus. Je vais crever. Pourquoi ils mettent jamais les numéros de page au même endroit dans les bouquins? C'est trop chiant. Il y a environ 350 pages. Le bouquin donne l'air d'être un peu mastoc. En vrai, ça se lit pas trop mal. Si vous aimez pas lire, évidemment, bon, ça va être compliqué. Mais le bouquin se laisse lire. Il faut prendre le temps. Voilà. Et c'est comme avec tout. Moi, quand je lis trop d'un coup, ça me dégoûte trop vite et du coup, je fais plus rien. Je lis plus dans le bouquin, je l'abandonne. Donc voilà. Mais donc ce bouquin existe et il est super. Il parle de l'entraide et il fait se rendre compte que l'entraide entre les espèces, sous toutes ses formes, est largement plus répandue que l'égoïsme, typiquement ce qu'on vient de dire là avec le Piaf, qui laisse crever une progéniture sur deux. Techniquement, même là-dedans, il y a une forme d'altruisme parce qu'il aide une progéniture sur deux. Bon, il laisse crever l'autre, mais il y en a une qui l'aide. Voilà, l'égoïsme est à la base de tout, et enfin de tout, de toutes les interactions dans le monde vivant. Ça faisait partie de la thèse de mon travail, et ça fait aussi partie de leur thèse à eux. Qui explique rapidement que l'égoïsme c'est pas une mauvaise chose, que c'est nécessaire et que ce n'est pas aussi omniprésent et remarquable que l'entraide. Et effectivement, je trouve qu'ils ont raison. Mais nous, avec notre morale d'être humain un peu con, on a tendance à se dire que l'égoïsme c'est mal. Alors effectivement, laisser quelqu'un crever devant vous parce que vous avez la flemme, c'est pas bien. On est d'accord, c'est mal, hein, et c'est de la non-assistance à personne en danger. Ne faites pas ça. Mais être égoïste parce que vous avez mangé le dernier morceau de chocolat, c'est pas une catastrophe. Hein. C'est pas bien non plus. Mais bref. Mais au-delà de nos valeurs d'être humain un peu chiants à nous, il y a le vrai monde. Je vais réussir à poser ce livre, hein, je vais y arriver. Ou pas, ça dépend. On ne sait pas finalement. Là. Il y a donc le vrai monde, et le vrai monde s'en bat un peu la race de nos valeurs d'être humain. Là. Voilà. Donc, ça fait que le reste du monde ne fonctionne pas comme nous, et l'égoïsme, c'est pas forcément... Ah oui, vous voyez ma lettre du coup. L'égoïsme, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est surtout une stratégie de survie. Et oui, vous pouvez prendre le cas du drongo, le drongo qui est un piou-piou africain, qui coopère avec les suricates, qui sert de sonnette d'alarme. Pardon, de sonnette d'alarme quand il y a des prédateurs qui apparaissent. Et là vous dites, ah bah il est bien sympa ce Piaf. Oui mais en fait non, parce que les suricates ils bouffent des scorpions et le piou-piou il lui arrive de manger du scorpion aussi. C'est pas du tout son régime alimentaire principal, mais ça lui arrive et du coup parfois il fausse l'alerte. Comme ça les suricates croient qu'il y a un connard qui débarque, il se planque et le drongo peut récupérer les scorpions et ralasse un max. Mais du coup, voilà, du coup, c'est égoïste ou altruiste, on ne sait pas. Et en fait, ça varie. Et c'est un peu le propos du bouquin. Ça dédiabolise un peu l'égoïsme en soi et ça rappelle qu'il n'y a pas d'égoïsme sans altruisme et que tout est là, quoi. Juste qu'on ne le voit pas forcément. Il y a des forêts qui ont des systèmes d'allocation qui se redistribuent les ressources par un système de champignons qui ne sont pas des plantes et pas des animaux non plus. C'est un autre truc à part. Donc ça, c'est vraiment plusieurs organismes qui coopèrent entre eux pour pouvoir récupérer les ressources. Bref, le simple fait que vous existiez, vous être humain, et moi aussi, c'est la preuve que l'altruisme existe. Pourquoi ? Parce que, comment ça s'appelle ? La symbiose. Pour créer ce qu'on appelle les cellules avec un noyau, j'ai oublié le nom technique mais c'est pas grave, pour créer ce qu'on appelle les cellules avec un noyau, il a fallu que les cellules qui n'en avaient pas, voilà, les eucaryotes, c'est les cellules qui ont un noyau, les prokaryotes, c'est celles qui n'en ont pas, il a fallu que les cellules prokaryotes fassent de la symbiose, donc fusionnent, on va dire, avec un autre type d'organisme dont j'ai totalement oublié ce que c'était, et ça donne nous. Alors ça donne pas nous directement, mais ça donne toutes les cellules qui nous composent, basiquement. Je fais très court et très résumé, et mes connaissances sur le sujet sont très limitées, j'ai pas d'études derrière moi. Mais je suis intéressé depuis longtemps. Donc il y a des trucs que je sais. Mais n'hésitez pas à compléter si je dis des conneries, bien sûr.
En attendant, cette histoire de symbiose, j'ai quand même passé une année à l'université en bachelier de bio. J'ai pas réussi l'année, mais j'ai appris plein de trucs cool. Et j'ai beaucoup parlé avec mes profs, c'était super. Et donc j'ai appris cette histoire de symbiose, qu'on n'existerait pas tel qu'on existe sans cette fusion entre les cellules prokaryotes et un autre truc. Voilà. Et c'est un exemple parmi énormément d'exemples du monde vivant qui interagit et qui s'échange des trucs en fait. Voilà. Bref, pour revenir à notre piou-piou, voilà, la technique de laisser crever une progéniture sur deux, c'est une technique qui a fait ses preuves, ou plutôt elle fait ses preuves dès lors que l'animal n'est pas disparu. Il est là, on l'observe, bon, il galère un petit peu, mais c'est pas sa faute, c'est la nôtre. Du coup, ça marche. Alors ça nous paraît cruel, mais bon voilà. Et sinon, il y a donc ChatGPT m'expliquait que le piou-piou il fait peur. Tu vois qu'il fait peur, vous? Moi je le trouve trop mimes. En fait, on dirait qu'il a un genre d'eyeliner autour des yeux et je trouve ça très stylé. Voilà. Moi, je trouve ça très beau. Donc voilà. J'aime bien le bec aussi. D'ailleurs, sachez, c'est très mignon que les bébés n'arrivent pas à rester sur leurs pattes tout de suite au début parce que leur bec est tellement énorme par rapport au reste de leur tête et de leur corps qu'ils penchent vers l'avant. Donc ils ont du mal à rester debout. C'est pas genre ils viennent de naître, ils galèrent. Non, ils ont du mal à rester debout à cause du bec. Et ça dure encore quelques jours après, après être né. Je trouve ça rigolo. Voilà. Bon, alors le bec en sabot. Le piaf qui slay, d'accord. Mais pas le meilleur des parents. Bon, certes. Alors, qu'est-ce qui vaut? Donc le Balaeniceps rex. Le bec en sabot du Nil est une espèce de oiseau massif. C'est la seule espèce du genre Balaeniceps et de la famille des Balaenicipitidae. Ouais. Ainsi nommé à cause de son bec qui est aussi gros, voire plus gros que sa tête, cet oiseau est un échassier au même titre que la cigogne ou le héron. Bon là vous le voyez pas, mais en fait il a des très très grandes pattes en dessous. Il est actuellement menacé par la destruction de son habitat naturel. Devinez la faute à qui? Oui, ça c'est un constat un peu triste, mais c'est comme ça partout, tout le temps, sur toutes les bébêtes de la chaîne. À chaque fois il y a toujours un début de menace quelque part, systématiquement c'est notre faute. Hein. En même temps, vous voulez que ce soit la faute à quoi d'autre? Donc voilà, malheureusement, c'est la partie chiante de découvrir de nouvelles espèces, c'est d'apprendre qu'elles sont aussi systématiquement menacées et qu'elles se portent souvent pas très bien. En général, elles sont au moins en préoccupation mineure, qui est, on va dire, le premier degré de l'échelle de conservation. Et sinon, c'est genre en vulnérable en général. Mais le pire, je pense, c'est quand elles sont tout simplement pas évaluées. Parce que ça veut dire qu'on n'en sait rien, et malheureusement, c'est le cas d'énormément d'espèces, on sait pas. On sait pas, on n'en sait rien, parce que les gens ne s'intéressent pas assez à cette espèce, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire suffisamment de tests dessus, parce qu'on ne l'observe pas assez. Et ça fait qu'il y a des espèces qui sont menacées et qui sont très certainement en danger critique et dont on ne sait rien. On ne sait même pas qu'elles sont en danger. Bon, on se doute qu'elles vont pas bien, hein, mais on ne sait pas à quel point elles sont en danger. Et surtout, comme on n'a aucune information sur elles, on ne peut pas les protéger. Déjà que c'est compliqué de faire protéger une espèce parce que ça coûte du pognon et que ça demande de la bonne volonté de la part des gouvernements. Bon, on va pas faire un point là-dessus, on se sait. Donc, du coup, c'est compliqué. Voilà, malheureusement, même si ça va manifestement mieux qu'il y a 40 piges, l'écologie, c'est toujours pas le problème principal du gouvernement. Et moi, j'habite en Belgique et je suis consterné de voir à quel point la Belgique s'en fout de l'écologie. C'est dramatique, mais bon. Donc, voilà. Bref. Donc voilà, le pire, c'est quand on ne sait pas, parce que du coup, on écrit sur internet qu'on ne sait pas, on n'a pas d'information d'à quel point l'espèce est menacée, dans quoi elle est classée, parce qu'elle n'est pas classée. Et là, pour moi, déjà, ça pose un problème, déjà, ça montre qu'on ne sait pas, on n'a pas assez d'informations sur l'espèce et qu'on ne l'étudie pas. L'autre problème, c'est pour la culture des gens en général. C'est-à-dire qu'ils vont tomber sur le site et voir qu'on n'a pas d'informations. Ils vont pas retenir que l'espèce est menacée, ils vont retenir qu'on ne sait pas. Et ça les amènera pas à se dire que l'espèce est menacée. Ils vont juste dire on ne sait pas. Donc en fait ça va. Non, ça va pas du tout. L'espèce est menacée. Toutes les espèces de la planète sont menacées à une certaine échelle. Uniquement par notre faute. Alors peut-être à cause d'autres trucs. Mais nous sommes le plus gros problème de cette planète à l'heure actuelle. En tant qu'humain. Et on s'en fout. Écoutez, c'est dramatique.
Et le fait est que mettre une espèce, enfin ne pas classer une espèce et dire qu'on n'a pas assez d'informations pour pouvoir la classer, pour moi, c'est vraiment ne pas l'aider du tout, quoi. Alors que mettre une espèce, même si on n'est pas sûr, en préoccupation mineure, il y a un début qui est fait. C'est pas forcément le bon grade, mais au moins on dit que oui, elle est en danger. Toutes les espèces sont en danger. Et ça évite à plein de gens de se dire que en fait ça va, parce que non, ça va pas du tout. Aucune espèce n'est à l'abri sur la planète. Hein. À partir du moment où on a un impact énorme sur le climat, toutes les espèces dépendent du climat et du terrain. Si l'un est impacté, tout est impacté. Voilà. Est-ce que vous savez seulement la quantité de plastique que vous buvez, même quand vous buvez de l'eau du robinet, même vous dans votre pays de riche, en France, en Belgique ou ailleurs, voilà. Malheureusement, on boit tous du plastique. Dans des conditions, dans des quantités minimes, hein. Mais peu importe la quantité, boire du plastique, c'est pas recommandé. Voilà. Donc bon. Petite gorgée de plastique là. Donc ça craint. Voilà. On est en train de niquer le monde depuis longtemps, on le sait depuis longtemps, genre plusieurs siècles, et tout le monde s'en fout, ou en tout cas les gens que ça intéresse n'ont malheureusement pas les moyens de faire en sorte que le monde s'y intéresse plus que ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est gueuler très fort, ou il y a des petits cons comme ça qui décident de lancer des streams sur internet pour montrer que les gens sont bêtes, et qu'il faut arrêter d'être bêtes et s'intéresser plus aux animaux et aux espèces du monde vivant. Mais bon, malheureusement, ça touche pas tout le monde, et les gens que ça touche souvent sont déjà convaincus, donc voilà, c'est un petit peu, ça tourne en rond, quoi. Mais bon, au moins on en parle, c'est le minimum, et c'est ce qui est important, quoi. Si on n'en parle pas, ça risque pas d'avancer, hein. Donc voilà. En attendant, y a quand même des associations caritatives et des événements comme le Z-Event qui font en sorte de refiler du pognon aux gens qui seront gérés correctement et qui pourront s'en servir pour aider la planète, par exemple pour éviter que les gens meurent de faim, éviter que les animaux de compagnie ne meurent de faim, etc. Ou pour éviter justement la pollution des eaux. Voilà. Il y a plein d'assauts qui existent. On s'en rend peut-être pas forcément compte comme ça parce qu'on connaît la WWF, le truc avec le panda là. On connaît hein, des associations comme ça du genre, mais il y a énormément d'associations qu'on ne connaît pas et qui ont des budgets beaucoup plus petits à cause de ça et qui seraient nettement plus utiles que pas mal des grosses associations que je connais. Donc voilà. Et qui n'ont pas encore fait de la malversation, ce que certains des gros organismes ont déjà fait. Vérifiez à qui vous donnez de l'argent. Donner de l'argent pour une association, c'est super, mais vérifiez à qui vous en donnez par pitié. Et surtout vérifiez les faits d'armes du machin avant de lui filer votre pognon. Filer du pognon, c'est bien. Le filer dans le vide, c'est con. Et pour les gens que vous voulez aider, et pour vous. Alors, et donc le oiseau. Bah donc ici je remarque déjà qu'on a la taille de sa population, ce qui est super. Oui, la population n'est pas très grande, hein, 5000 à 8000 individus c'est pas énorme, mais on a sa population, déjà rien que ça c'est rare, ça veut dire qu'on a quand même pas mal d'informations sur ce piou-piou. Et on a vraiment beaucoup d'informations, la hauteur, le poids, la durée de vie, et tout ce que tu veux, tiens prends, hop là. Donc c'est bien, on a pas mal d'informations dessus, et peut-être qu'il n'est pas trop menacé, je le classerais peut-être en préoccupation mineure. J'espère pas plus. J'espère de toute façon pas préoccupation mineure, mais ils le sont tous. Hein. Voilà. Donc le bec en sabot du Nil, je disais, grand piaf, avec des grandes patounes. C'est un échassier. Comme la cigogne et le héron. Il est actuellement menacé par la destruction de son habitat naturel. Il est diurne qui vit le jour, nocturne qui vit la nuit. Et il y a toute une chier de mots pour définir un peu pour définir d'autres horaires de vie, on va dire. Mais heureusement pour moi, il n'y a que diurne parce que j'ai pas tous les termes en tête et que c'est compliqué. Donc il vit le jour. Remarquez sur la photo, il fait pas tellement nuit, donc c'est cohérent. Il est carnivore. Il bouffe de la viande, on y reviendra plus tard, parce que bouffer de la viande, ça veut dire plein de trucs différents. Il est piscivore, il bouffe de la viande, mais du poissouze surtout. En même temps, bec en sabot du Nil, le Nil c'est le fameux fleuve, donc logique qu'il pioche dedans, c'est un oiseau. Terrestre, parce que, oui, il marche aussi quoi. Échassier, on vient d'expliquer pourquoi il a des grandes pattes. Nidicole, il fait des nids. Territorial, il est territorial, qu'est-ce que je dise de plus? Il a un territoire quoi, et il se le partage pas avec ses potes. Ovipare, il pond des œufs. Planeur, il vole techniquement, mais bon, s'il est plutôt mis planeur, j'imagine que le vol battu, je sais plus, le vol sur des longues durées, c'est peut-être pas trop son kiff, mais il vole. Il y a des vidéos de ce machin qui vole, hein, donc ça vole.
Monogame en série, encore un super terme qui veut rien dire. La monogamie, j'y reviens souvent sur cette chaîne et de plus en plus ces temps-ci, je sais pas pourquoi, on tombe de plus en plus sur des espèces qui sont monogames. On tombe aussi de plus en plus sur des piafs maintenant que j'y pense. Hein. Et comment vous dire que la monogamie dans le monde vivant, oh boy, c'est le bordel. Voilà, personne est d'accord. On observe plein de comportements très variés, souvent très différents au sein même d'une même espèce et parfois même avec les mêmes individus. La monogamie est un bordel monstre et malheureusement la science n'est pas capable de pouvoir clairement dire ce que c'est la monogamie de façon claire, nette et précise concernant les autres animaux que l'être humain. L'être humain c'est globalement assez facile, chacun fait un peu ce qu'il veut, hein, les mœurs évoluent, mais la monogamie après des siècles d'occupation chrétienne, on est quand même plus ou moins chacun sur une base commune. Hein. La monogamie, souvent on considère le mariage. Et pour ceux qui ne le considèrent pas comme moi, on parle de vie de couple. Et c'est très bien comme ça. Mais voilà, on parle quand même d'un couple qui va vivre ensemble et avoir éventuellement des gosses ensemble et éventuellement se marier ensemble et passer toute leur vie ensemble jusqu'à soit qu'ils en aient marre, soit, si on reste vraiment dans la définition très très chrétienne, jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, bon, déjà ça fait pas mal de... Hein, de si, de mais, de voilà. Mais on s'y retrouve. Voilà, on comprend vaguement ce que c'est la monogamie, c'est-à-dire deux couillons ensemble. Point. Ok, et après ça fait globalement tout ce que ça peut faire ensemble, mais c'est pas obligé de le faire. Mais c'est pas pareil du tout chez les autres animaux. C'est un bordel. Il y a ceux qui se mettent ensemble, mais qui se reproduisent pas ensemble et qui vivent juste ensemble. Il y a ceux qui se reproduisent ensemble, mais qui vivent pas ensemble. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui éduquent ou éduquent pas la progéniture, malgré qu'ils aient ken ensemble ou qu'ils aient vécu ensemble, ou bref, c'est le bordel absolu. C'est n'importe quoi. Et en plus, tout ça, tous les termes qu'on a sur la monogamie chez les autres animaux, donc des termes plus techniques pour vraiment préciser de quel type de monogamie il est question, tout ça, ça ne dépend que de ce qu'on observe et de ce qu'on interprète. Est-ce que vous parlez le oiseau, vous? Parce que moi, non. Voilà. Et du coup, bah, ça facilite pas les recherches. Hein. Mais non. C'est pas bien facile de pouvoir savoir exactement comment ils font leur vie, sachant qu'au sein d'une même espèce, il y a des individus qui décident de faire des trucs différents. Ouais. Et tout ça, c'est sans parler de ce qu'il y a en dehors de la monogamie, avec donc des formes de polygamie, que ce soit les harems spécialement féminins, les harems spécialement masculins, les harems en tout genre, les harems selon l'éducation, qui c'est qui éduque quel gosse, qui c'est qui a le droit de se reproduire selon qui est le mâle alpha, ou il n'y a pas toujours de mâle alpha d'ailleurs, là on parle d'oiseaux, il n'y en a pas il me semble. C'est le bordel. Donc la monogamie, je tombe souvent sur ce terme sur Animalia, le site que j'affiche là, quand je fais des petites recherches, mais vas-y, laissez tomber, franchement, la monogamie, je pense que c'est tout simplement trop le bordel, quoi, pour qu'on puisse réellement considérer ça. L'expliquer à des gens, même quand j'essaie de faire court, ça prend 8 semaines, et je suis même pas sûr qu'en science, ce soit vraiment très valable. Genre, il faut bien dire quelque chose et placer un terme, quoi, mais je suis pas persuadé que ce soit super valable de dire oui, il est monogame. Monogame tout seul, à mon avis, ça veut rien dire. Il y a tellement de termes qu'il faut placer derrière pour préciser de quoi on parle que ça m'a l'air... voilà. Donc venez, on dit que la monogamie, en fait, c'est du bullshit. Franchement, moi, ça me paraît plus logique qu'on ait juste... Enfin, c'est une conception très humaine, quoi. Mais pour moi, parler de monogamie chez les autres espèces, ça relève trop de l'anthropomorphisme, en fait. Qu'est-ce que l'anthropomorphisme? C'est quand vous attribuez à des espèces qui ne sont pas des humains des caractéristiques d'humains. Typiquement, oh dis donc, le piaf, il laisse crever une progéniture sur 2, c'est pas cool, c'est cruel. Non, pour vous, c'est cruel. Vous laisseriez pas crever votre enfant, normalement. Je vous en supplie. Mais lui, si. Il vous paraît cruel. Non, c'est un putain d'oiseau, il pense pas comme vous, c'est tout. Et ce qu'il fait n'est justement pas si cruel que ça, en fait. Ce qu'il fait, il le fait pour être sûr que sa progéniture puisse survivre. À vous de voir réellement comment vous considérez que c'est cruel. Mais bon. Dans tous les cas, sa stratégie marche. Voilà. Bref. L'anthropomorphisme, c'est donner à des animaux des caractéristiques des autres animaux comme pas l'être humain, des caractéristiques qu'ils n'ont pas comme celles de l'être humain. Appliquez votre morale à vous sur un animal qui n'a pas du tout votre morale à vous et qui fonctionne pas pareil. Je rappelle que le mythe des animaux qui sont cons n'est qu'un mythe, hein. C'est de la merde, c'est des bullshit aussi. Un animal con
bah, on va reprendre la théorie de l'évolution. Un animal con, genre un animal encore, ça peut être autre chose, ça peut être une dégénérescence neuronale ou mentale, je ne sais pas, mais on va parler d'une espèce. Une espèce conne, genre une espèce complètement débile. Bah, elle peut pas s'adapter, elle évolue pas, elle disparaît. Une espèce complètement débile n'est pas gardée en fait. Donc si vous arrivez à me trouver une espèce vraiment absolument conne de façon catégorique et qu'il n'y a pas de débat là-dessus, encore que pour moi il y aurait le problème de l'interprétation, mais si vous arrivez à me prouver par A plus B qu'une espèce est conne, ben vous avez pas besoin de me tenir par le menton, parce que ça... Dis donc, je ne vois pas, je n'explique pas. Une espèce stupide ne peut pas exister en fait, elle ne serait pas gardée par la nature. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc voilà, on a souvent tendance à dire que les gens ou les choses sont connes, c'est parce qu'on les comprend pas ou que eux ne nous comprennent pas et qu'on fonctionne pas de la même manière. Mais un animal con, ça n'existe pas. Quand vous voyez votre poisson rouge se taper la tête dans votre bocal, c'est peut-être soit parce qu'il est malheureux et dépressif, soit parce qu'il se gratte. Oui, j'ai déjà dû expliquer ça à quelqu'un, qu'en fait un poisson rouge qui se tape violemment contre les parois de son bocal, il y a plein de raisons, mais ça peut, c'est franchement pas la première raison à envisager, aller voir des spécialistes, mais ça peut être parce qu'il se gratte. Mais votre poisson rouge, il va pas aussi bien se gratter dans le dos que vous, hein. Donc il faut bien qu'il trouve des astuces. Et donc il se cogne très fort. Et voilà. Et là vous regardez votre poisson rouge en train de se taper contre la paroi, contre la vitre du bocal. Vous dites mais qu'est-ce qu'il est con? Non, c'est vous qui êtes con. Vous avez pas compris vous avez juste pas compris ce qu'il essaie de faire en fait. Bref, un animal con, ça n'existe pas. Voilà. À la limite, un individu qui serait intellectuellement limité ou qui aurait des déficiences ou quoi, malformation, je ne sais pas. Ça reste à débat. Quoique moi je pense qu'un individu qui serait vraiment complètement con, ça n'existe pas, naturellement, je veux dire, hein, sans aller trifouiller dans son cerveau. Mais bon, après, je suis pas aussi bien renseigné là-dessus. Par contre, vraiment une espèce entière qui serait stupide, bah ça n'existe pas, c'est pas possible. Voilà, elle serait pas conservée. Bref. Alors, le piou-piou, bon, on va pas lire le pavé sur l'apparence, hein, ça va, je pense qu'on gère. J'ai lu dimorphisme quelque part, ça m'intéresse, mais il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce. Le mâle est un tout petit peu plus gros que la femelle, et il a un bec plus long, mais c'est globalement tout. Qu'est-ce que le dimorphisme sexuel? Morphisme sexuel, eh ben ça veut dire que au-delà des différences évidentes entre un mâle et une femelle, il va y avoir parfois, c'est pas le cas chez toutes les espèces, des différences morphologiques visibles. Par exemple, c'est pas le cas ici, quoique, mais bref, chez certains oiseaux, des perroquets par exemple, il y en a qui vont avoir, selon le sexe, une bande de couleurs sur le bec, mettons jaune pour les mâles et bleu pour les femelles par exemple. Et du coup c'est ça quoi, ça fait que ça permet de savoir si c'est des mâles ou des femelles, sans avoir besoin d'aller regarder le détail. Mais toutes les espèces n'ont pas ça, et lui, le bec en sabot du Nil, on ne trouve pas vraiment de dimorphisme sexuel à proprement. Pardon, je bois que de l'eau gazeuse parce que j'aime pas l'eau plate. On parle pas vraiment de dimorphisme sexuel à proprement parler, mais les mâles sont un peu plus grands et ils ont un plus long bec. C'est pas toujours le cas d'ailleurs, il me semblait pendant tout un temps que c'était quand même très courant. En fait, c'est pas si courant que ça. Et j'ai trouvé des espèces, on en a fait genre presque 90 sur la chaîne, ne vous attendez pas à ce que je sache vous dire laquelle, hein. Mais on en a fait beaucoup. Et dans le tas, il y en a quelques-unes. Chez qui c'est l'inverse. La femelle est plus grosse que le mâle, mais je saurais plus vous dire lesquelles. Si vous voulez absolument savoir, allez voir les VOD sur YouTube. Je comprends que c'était les débuts de la chaîne, donc c'est un peu compliqué à regarder, mais surtout à entendre. Mais écoutez, vous mourrez moins con. Voilà. Et je rappelle que le problème du micro devrait être réglé courant de la semaine parce que j'ai pris le Yeti Orb comme micro, et le Yeti Orb a cet énorme avantage par rapport à ce micro-ci que c'est pas un micro casque, il embarque plus de technologie et il a plus de place, il se pose sur le bureau, et j'ai des mouchettes, et il y a j'ai oublié. Voilà. Ah oui, et il est prêt à l'emploi d'office. Celui-là, il fallait le régler un peu et tout, et il n'est pas du tout fait pour avoir le rendu que je veux avec. C'est pas du tout fait pour avoir un son crystal clear, j'ai l'impression, ce micro-là. Et du coup, voilà. Ça, plus les paramètres que j'ai dû bidouiller pour qu'on entende certains bruits et pas d'autres, et bref, c'est compliqué. Et du coup, sachant que j'ai une voix qui a tendance à beaucoup partir en couille. Voilà. Parfois, ça stagne très fort, très bas, et puis parfois, ça part très haut.
Donc voilà, c'est compliqué de régler un micro pour ma voix. Surtout quand on n'y connaît rien. Donc du coup, je patauge. Mais là, avec ce micro-là, il y aura des paramètres d'office qui font que c'est d'office utilisable dès le début. Et je pourrais mettre des options de suppression de bruit et des trucs et des machins. Et ça, ce sera très bien. Mais j'aurais pas besoin de les mettre tout de suite et ça va pas niquer mes pré-réglages. En gros, dès que j'aurai le micro, je pourrais m'en servir et avoir un son vraiment net. Et vous m'entendrez comme si vous étiez chez moi. Sortez de chez moi, s'il vous plaît. Non, ne restez pas là. Vraiment. Mais du coup, c'est bien. On pourra s'entendre un petit peu mieux. Donc je suis content. On aura un son un petit peu mieux. Mais voilà, sur les précédentes VOD, il y en a maintenant 54 concernant la playlist que j'ai créée qui s'appelle À la rencontre de l'étrange, où on découvre des bébêtes, du coup. Sur malheureusement les 54, même 56, parce qu'il y en a il y a un doublon et l'autre qui est un... Bref, j'ai des VOD qui se sont coupés en plein milieu, donc il a fallu que je mette des rajoutes, quoi. Je dois avoir 56 vidéos 56 VOD sur YouTube. Parmi les 56, malheureusement, bon, vous verrez un glow-up dans les épisodes au fur et à mesure, mais voilà, le fait est que c'est pas... Voilà, quoi. C'est toujours limité, problème de son. Mais voilà, le problème de son va être viré. Et oui, donc je vais parler d'épisodes, je dis ça comme ça, j'ai donné des noms pour faire stylé, mais en fait c'est jamais que les lives, les VOD, sans montage, parce que je sais pas faire de montage, et avec tous les problèmes qu'il y a pendant les lives. Donc ce n'est pas parfait malheureusement, mais c'est ce que j'arrive à faire de mieux pour l'instant, et j'espère que je vais pouvoir régler ce souci, mais bon, pour l'instant c'est ce que j'arrive à faire de mieux. Alors on ira revoir cette vidéo là après, parce que je pense que ça explique justement ce que j'expliquais avec la progéniture au début. Où est-ce qu'on trouve le piou-piou? En Afrique. En Afrique subsaharienne, partout là-bas, dans des prairies et des savanes inondées. Donc voilà, partout où il y a des plantes jaunes, vertes, etc. C'est beaucoup là-dedans. Regardez la photo du début, c'est logique. Hein. Voilà, vous voyez bien où on le trouve, hein, quand même, globalement. Voilà. C'est un oiseau endémique. Endémique, ça veut dire qu'il ne vit qu'à un seul endroit, c'est exclusif. Endémique du continent africain, donc il vit que en Afrique. Surtout dans les parties orientales et centrales de l'Afrique tropicale. Donc il vit que vers le bas à droite là, le sud-est. Sud-est, ouais. On le trouve dans des lacs. Normal, il bouffe oui, tout à fait. Non, il bouffe de la pisse, hein, c'est normal. Il est piscivore, il bouffe des poissons. C'est fatigue. J'avais dit que j'avais de tension et que j'avais pas d'énergie. Hein. Là, je suis en train de me réveiller, donc ça va un peu mieux. Je suis en train de m'échauffer, mais bon, le cerveau ne suit pas. Donc il bouffe de la pisse, on a dit, c'est ça. Ouais, tout à fait. On le trouve dans les lacs, les cours d'eau, les marais garnis de papyrus. Les papyrus, c'est du roseau, je crois. Et de roseau, du coup, voilà. Le papyrus, c'est le machin qui sert à faire du papier. Enfin, des parchemins à l'époque de l'Égypte, tout ça, on sait. Particulièrement en Ouganda, au lac Victoria et dans de nombreux marais à papyrus, ce que compte ce pays. Du coup, il doit y avoir un truc en rapport avec le papyrus, une espèce qui boufferait, je sais pas, quelque chose, hein, parce que s'il aime bien les papyrus. Ou alors les papyrus sont là parce que ils ont besoin de conditions spécifiques qui sont là par hasard, quoi. Et que l'oiseau n'aurait pas forcément besoin, juste il a besoin d'un truc qui se retrouve aussi dans un milieu qui réunit les conditions qui fait que le bambou. Le papyrus peut être là. Je sais pas si c'est clair. C'est pas forcément, j'allais dire, au début je pensais que c'était parce qu'il avait un intérêt pour le papyrus, mais en fait c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste que le papyrus a besoin des mêmes conditions que le piou-piou, et du coup il se retrouve au même endroit, mais en fait ils sont peut-être pas forcément liés, quoi. On le trouve on le trouve aussi à l'ouest de la Tanzanie, et au Soudan du Sud, dans les marais du sud du bassin du Nil Blanc, et dans le marais de Bwangwolu, par là, au nord-est de la Zambie. Globalement, sa répartition est à peu près la même que celle du protoptère. Bien sûr, on sait ce que c'est le protoptère. Évidemment, voilà. C'est quoi un protoptère? Qu'est-ce à dire que ceci? Le protoptère. C'est un oiseau. Bien sûr, c'est un oiseau. Oui, c'est un zora, voilà, allez hop là. C'est un poisson, je vous ai dit, mon cerveau ne suit pas. Hein. C'est un poisson avec des poumons.
Ce qui n'est pas si rare que ça. Figurez-vous que ça existe encore. Protoptère, Alectance, est-ce que c'est pas un Dipneust ça, non? Je sais pas, je trouve pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bref, on le trouve au même endroit que là où il y a des poissons. Certainement les poissons qu'il mange, du coup. Sa répartition est à peu près la même que celle du protoptère, c'est ça. Le protoptère, à mon avis, il en mange. On dit qu'il bouffe des poissons, ça veut pas forcément dire qu'il mange le protoptère, hein. Ça veut juste dire que c'est sûrement ça qu'il bouffe. Mais peut-être pas que, il bouffe peut-être d'autres poissons. Je sais pas. En même temps, quel intérêt de dire qu'il est au même endroit que le protoptère si c'est pas ça qu'il mange? Bizarre. Bref, où est-ce qu'on le trouve et comment ça vit? C'est un oiseau solitaire qui se ménage sur un territoire d'environ 3 km². C'est un petit peu plus grand qu'un appart à Paris, hein, on est d'accord. On peut cependant observer cet oiseau en couple au moment de la nidification, mais aussi en groupe dans les endroits où les ressources alimentaires sont abondantes. En général, ça vit tout seul, mais quand il y a de quoi bouffer, allez, on accepte un ou deux petits potes. Lors de la saison de la nidification, il devient très territorial et défend son nid contre les prédateurs. Tu viens pas chez moi, merci. Nidification, ça veut dire qu'on se reproduit, quoi. C'est maintenant qu'il y a les mômes, donc tu viens pas chez moi. Contre les prédateurs, mais aussi contre tout intrus. Il est par contre peu farouche envers l'homme, il s'en bat les couilles. Voilà. Le laissant souvent s'approcher fort près et se contentant de le regarder droit dans les yeux, en sondant son âme. Pendant tout le cycle de reproduction, 3 à 4 mois, le mâle récolte des végétaux et les offre à sa compagne pour regarnir le nid. Il participe aux tâches, c'est bien, il est cool. Avant la parade, c'est d'abord une méthode de séduction. Et oui, bien sûr. Si vous voulez draguer des meufs de n'importe qui, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire la vaisselle. Il paraît que c'est super sexy. Moi, j'appelle ça une base. Mais bon, écoutez. Avant la parade, c'est d'abord une méthode de séduction. Ensuite, cette intention conjugale entretient dans le couple une entente précieuse pour la surveillance des petits. Voilà, là, tous les gamins qui ont eu des parents de merde qui s'engueulaient et qui se tapaient dessus peuvent relate. Les becs en sabot sont généralement silencieux, mais ils émettent souvent des claquements de bec, surtout lorsque les adultes s'accueillent au nid. Bon, les piou-piou font chier. Les gamins font chier parce qu'ils veulent l'attention. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu comme mon chat. Voilà. Quand il voit que je suis en train de faire un truc, c'est le moment où il décide de miauler tout le temps et de venir me péter les couilles. Il m'a pas lâché de la nuit, c'était insupportable. Et en plus, Léo, ça c'est le nom de mon chat, adore mon cul. Je sais pas quoi dire de plus, il aime mon cul, voilà. Apparemment, j'ai un cul qui sert très bien l'oreiller. Et du coup, c'est emmerdant. Parce que, vous l'avez peut-être pas expérimenté, mais un chat d'environ presque 5 kilos qui se couche contre votre cul de 22-23 heures à 8 heures du matin, bah vous avez des crampes au bout d'un moment, ça fait mal. J'ai mal au cul, moi, quand Léo me colle comme ça. Et du coup, c'est chiant, voilà. Léo me fait mal au cul. et vas-y, c'est compliqué. Après, le côté cool, c'est qu'il vient me réveiller, du coup, bon, pour ses croquettes, mais il vient me réveiller en venant se frotter partout contre mon visage le matin, et ça, c'est sympa. Donc, les gamins ont tendance à vouloir attirer l'attention lorsque les parents sont là. Les adultes peuvent aussi émettre des bruits un peu hennissants, ressemblant à des meuglements. Les petits, lorsqu'ils mendient de la bouffe, émettent un bruit ressemblant à un hoquet. C'est pas un oiseau migrateur. Bon, rappelez-vous ce qu'on a déjà dit sur les oiseaux migrateurs. Pareil pour le gypaète barbu, techniquement il n'est pas un oiseau migrateur, mais un oiseau qui ne migre pas, ça ne veut pas dire un oiseau qui ne bouge pas. Ça c'est plutôt notre truc à nous. Moi je suis pas migrateur, je reste H24 chez moi et je m'en porte mieux, je déteste sortir de chez moi. Mais un oiseau non migrateur, c'est pas un oiseau qui passe son temps dans son nid. C'est un oiseau qui va passer une partie de son temps dans son nid, mais il peut lui arriver déjà, il a une grosse zone, il a un gros territoire de plusieurs kilomètres carrés, plusieurs kilomètres de diamètre, dans lequel il se déplace, mais en plus, dans tout ce territoire, il y a plusieurs nids. Et il arrive du coup que certains de ces oiseaux aient, pas que les oiseaux d'ailleurs, aient des maisons de vacances. Techniquement, ils sortent pas de leur territoire. Juste, leur territoire est tellement grand qu'ils ont un autre nid plus loin par là, et du coup ils vont voir dans cet autre nid, à plusieurs kilomètres de distance. Techniquement, ils n'ont pas migré. Ils ont quand même fameusement bougé, hein, mais ils n'ont techniquement pas migré, ils sont toujours dans leur territoire. Donc voilà, un oiseau non migrateur, ça ne veut pas dire un oiseau qui branle rien et qui bouge pas, ça veut dire un oiseau qui bouge énormément, mais dans sa zone, et qui n'en bouge pas trop en dehors. Hop là. Donc,
Voilà, migrateur, non migrateur, rappelez-vous que dans tous les cas, ça bouge un peu quand même. Hein. Après, il y a des animaux qui bougent pas beaucoup dans certains cas, mais là, ici, c'est vraiment pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas un animal migrateur, ça n'empêche pas de bouger beaucoup. Bon, il doit bouger moins quand les petits naissent parce qu'ils savent pas bouger, ils savent pas voler tout de suite, ils savent déjà pas se tenir debout avec le bec, donc rappelez-vous. Donc du coup, à mon avis, ils migrent pas tout de suite. Mais bref, l'idée est là que même un oiseau non migrateur, ça bouge beaucoup. Si les sources de nourriture sont insuffisantes, il peut accomplir des déplacements saisonniers entre les zones de nidification et les zones de nourrissage. Donc c'est bien ce que je dis, voilà. Selon la saison, il va partir faire des allers-retours entre les zones où on cherche la bouffe et les zones où on donne la bouffe aux petits. Il vole avec le cou rétracté, son vol est lent, il est capable de pratiquer le vol plané et d'utiliser les courants ascendants. Il est essentiellement piscivore, il bouffe de la pisse bien sûr, il se nourrit de poissons-chats, de protoptères, de poissons osseux et pulmonés, de tilapia, donc il bouffe bien les protoptères, de tilapia, de serpents aquatiques et de grenouilles. Il peut aussi occasionnellement consommer des varans, des tortues, des jeunes crocos, des mollusques, des gastéropodes surtout. Les gastéropodes, c'est pas que, mais c'est globalement des escargots et des limaces. C'est beaucoup plus large que ça, mais c'est tellement facile à imaginer ça plutôt que tout le reste que je vais vous dire que c'est ça. Voire des rongeurs, des jeunes oiseaux et des charognes. Donc effectivement, il est bien carnivore, hein, il bouffe plein de types de viande, il n'est pas juste piscivore. Ses zones de chasse préférées sont les eaux basses à haute végétation. Si les eaux sont profondes, il s'installe sur une plateforme de végétaux flottants. Il chasse et pêche à la vue et à l'ouïe, tenant son bec vers le bas contre sa poitrine afin de faciliter la vision binoculaire. En gros, il a des yeux de chaque côté, je crois. Donc il est obligé de regarder vers le bas pour pouvoir avoir un champ de vision complet, si j'ai bien compris. La proie est généralement décapitée avant d'être avalée, miam. Comme les immortels. Moi j'étais chez SebJDG tout à l'heure là, et sur Twitch, et je rattrapais le nanardi d'hier, et donc c'était Highlander 5. Et du coup, et en plus moi je connais pas les autres Highlander, mais Highlander 1 et 2 je connais un peu parce que j'ai beaucoup consommé de contenu YouTube et Twitch quand j'étais plus petit déjà, et donc je connais Chroma et Crost, qui sont des super séries, allez les voir sur YouTube, qui parlent de films, de films, allez voir, de films qui parfois sont vraiment très mauvais, mais qui sont quand même intéressants à décrypter. Voilà. Et sauf Uwe Boll. Uwe Boll, il fait peur. C'est un quoi déjà, je ne sais plus, réalisateur, scénariste. C'est un mec qui fait des films. Oh putain, enfin il vaut mieux pas que je l'insulte trop parce qu'il va me boxer. Oui, parce que le mec a invité les journalistes pour venir critiquer ses films et qu'il les a ensuite boxés parce que le mec a été champion de boxe. Uwe Boll est un charmant trou du cul. Et en plus il comptait réutiliser les séquences parce que bien sûr ça a été filmé. Oui, ça s'est passé, il a boxé des journalistes. Ça s'est passé, il a boxé les journalistes et il a filmé ça et il comptait s'en servir dans des séquences pour vendre ses films, ce trou du cul. Quelle énorme merde, bref. Donc voilà, pourquoi je parlais de ça? Parce que Cross et Chroma, parce que Highlander, voilà, donc Highlander, pour vous résumer le truc, c'est l'histoire d'un mec qui est immortel. Et il y a d'autres gens qui sont immortels, et voilà, et il se passe des trucs. Ouais. Et moi je connaissais les deux premiers, mais je connaissais pas les suivants. Et je n'arrive pas à imaginer qu'ils aient fait 5 Highlander, je me demande même s'ils n'en ont pas fait plus. Mais donc du coup, chez Seb, il était question d'un 5e Highlander, et donc j'ai regardé les 20 premières minutes. Ah, voilà. Et c'est dur à regarder. Déjà le 2 en soi, le premier il est un peu, apparemment il y en a qui trouvent qu'il est pas super, moi je l'ai trouvé un peu sympathique. Mais bon, le deuxième est bourré de problèmes, mais apparemment il y a pas mal de trucs à dire dessus parce que Karim Debache, donc celui qui a fait Cross et Chroma avec toute son équipe, avec Gilles Stella et Jérémy. Jérémy. Qui déjà, je sais plus. Allez voir. Bref, l'équipe a donc parlé de ce film-là et d'une chier d'autres. Et dedans, il y a des très bons films dont il parle parfois, des très très bons films. Mais voilà, moi je m'intéresse surtout aux films ratés. Pas que. Et j'ai vraiment une culture de cinéma de merde. Moi, j'ai pas beaucoup de culture. Hein. Moi, à part ce que j'apprends ici, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Donc je me renseigne surtout concernant la biologie, quoi. Enfin, la zoologie. Et le reste, après...
m'en fous un peu. Mais leur contenu est tellement bien fait et il y a des bonnes blagues que je vous ai dit, moi j'ai un humour assez facile, hein, mais moi j'aime bien leurs blagues. Du coup, voilà. Et donc ouais, bah du coup c'est avec eux que j'ai découvert Highlander 1 et puis en même temps dans le même épisode Highlander 2. Et Highlander 2, il y a pas mal de trucs à dire dessus. Et du coup je me suis dit, ok, reprends cet esprit-là un peu d'essayer de trouver des trucs à dire sur Highlander 5, même si tu trouves qu'il est mauvais, et le fait est qu'il est mauvais parce que il y a plein de trucs qui vont pas, et en plus c'est vraiment, enfin, le film est passé dans un nanardi chez l'un des deux JDG, quoi, donc bon. J'en ai vu des nanars, j'en ai vu quelques-uns, parce que il y a donc le second JDG, Seb, qui a commencé à faire, enfin il y a quelques mois déjà, des nanardis, donc où il passe des films, des nanars, quoi. Et il y a Not Serious aussi, qui faisait des soirées react comme ça. Et donc j'ai eu l'occasion de voir quelques nanars, et j'en ai eu des vraiment, mais alors vraiment très mauvais, mais même après seulement 20 minutes, je pense que Highlander 5 est encore plus chiant que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Disons que c'est pas à mon goût. Voilà. Et je n'ai vraiment rien trouvé de bien à dire, si ce n'est que l'acting ne me dérangeait pas. Parce que vous savez, dans les nanars, donc des films qui sont ratés, on va dire, hein. Parfois c'est volontaire, parfois c'est pas volontaire. Bref, des films que c'est pas des bons films. Qu'est-ce qu'un bon film, etc. Oui, d'accord, mais bref, c'est des films que ça marche pas, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu un nanar. Après, il y a les navets, qui sont des films que ça marche pas, mais c'est nul. Alors qu'un nanar, ça marche pas, mais ça devient hilarant, du coup. Parce que vous voyez le film sombrer dans sa flaque de merde au fur et à mesure, et c'est à mourir de rire. Genre le fameux Oh hi Mark. Voilà. Ça, si vous avez la ref, et ben vous l'avez. Voilà. Et ben le film est, à mon sens, vraiment nul, très mauvais, et je l'ai vu. Et j'ai pas aimé du tout, mais il est tellement con, si mal joué, que ça devient drôle. Vraiment très drôle. Après, je dis que c'est mal joué, je sais pas faire, hein, on est d'accord, mais j'ai pas besoin d'être un énorme artiste peintre pour dire que le dessin d'un enfant de 3 ans pue la merde. Voilà. J'ai eu 3 ans, j'ai fait des dessins, et mes dessins actuels, ils puent encore la merde. Hein. Je sais dire ce qui est mauvais. Enfin, je sais pas dire tout ce qui est mauvais, mais je sais dire si c'est mauvais ou pas, quand même. Et là, le fait est que ce film, je n'accroche pas. Je le trouve vraiment raté. Donc voilà. Et ouais, Highlander 5, pour moi, rien que sur les 30 premières minutes, est plus un navet qu'un nanar, en fait. Et il n'y a rien de pire qu'un navet, je trouve. Voilà. Un nanar, c'est genre, c'est raté, mais c'est drôle quand même. Tu trouves une qualité, tu vois, c'est débile, mais du coup, c'est marrant. Après, il y a les bons films. Bon, ça, c'est super, hein, les films auxquels on accroche, c'est encore mieux. Mais les nanars, c'est un peu la porte de sortie. C'est bon, t'inquiète pas, t'es passé au rattrapage, ça marche quand même. C'est pas ce que t'avais prévu de faire, hein. T'avais prévu peut-être de marquer les esprits un peu mieux. T'es le comique de service, mais au moins les gens te retiendront. C'est déjà ça. Et puis le navet, c'est oh mec, je me rappelle même pas de ton nom, dégage. Et c'est un peu triste, voilà. Là, pour moi, Highlander 5, pour le peu que j'en ai vu, je les mettrais plutôt navet. Hein. Mais il faut reconnaître que l'acting n'est pas dérangeant dans le sens où parmi tous les nanars et navets que j'ai vus, il y en a quand même où c'est parfois tellement mal fait, tellement dérangeant que ça sort du film. Et qu'on dirait que c'est vraiment c'est joué par des amateurs qui savent pas faire, en fait, c'est pas des professionnels. Et donc du coup, bah c'est un peu con. Voilà. Ouais. Bref. Pourquoi je parlais d'Highlander? Je parlais des Immortels, mais je sais plus pourquoi. Tant pis. Bref. Alors, revenons au Piu Piu. Participe à la construction du nid. Ah oui, donc les deux parents se répartissent les tâches, ils construisent le nid tous les deux. À l'incubation, ils participent à l'incubation et aux soins apportés aux jeunes. Donc ils font le nid tous les deux et ils couvent les portées tous les deux. Et les soins, je sais pas ce que c'est les soins, mais on va parler au moins de la bouffe, j'imagine. Donc c'est donner à bouffer, quoi. Partir à la chasse et ramener de la bouffe. Après, il y a peut-être d'autres trucs, hein. Je sais pas ce que c'est les soins apportés aux jeunes, mais bon. La saison de nidification varie selon la situation géographique. Donc selon où ils se trouvent, ils font pas les nids pareils.
Et ils font pas les gosses pareil. Mais ça coïncide généralement avec le début de la saison sèche. Le cycle de reproduction de la construction du nid au départ des jeunes dure entre 6 et 7 mois. Oh les pavés. Les becs en sabot du Nil deviennent bruyants pendant la parade nuptiale. Évidemment, faites un maximum de bruit, ça va attirer les gens. Comme le but c'est de se reproduire, bah ça marche. Hein, le brame du cerf, c'est ça fois 1000. Hein, c'est vraiment, tu hurles aussi fort que tu peux sur plusieurs kilomètres, et après on espère qu'il y a quelqu'un qui débarque. Et le pire c'est que ça marche. Ne faites pas ça dans la rue. Non. Les partenaires se penchent l'un vers l'autre, claquant du bec et lançant des cris ressemblant à des meuglements. Une zone d'environ 3 mètres de diamètre est piétinée et nettoyée pour installer le nid. Ce dernier est situé généralement sur un îlot ou sur un radeau de végétation flottante. Les matériaux de construction, herbes, débris végétaux, etc. sont tassés pour former une grande structure d'environ 1 mètre de diamètre. 2 à 3 œufs blanchâtres seront pondus. Il ne reste à la fin du cycle de reproduction qu'un seul petit. En effet, afin de s'approprier toute l'attention et la bouffe, le plus vigoureux des oisillons tuera le reste de la fratrie, les parents ne pouvant s'occuper de plusieurs rejetons, car par risque de manquer de bouffe et d'énergie, parce que la bouffe, à la limite, imaginons, il y en a plein partout. Ouais, mais il faut aller la chercher, ça prend du temps et de l'énergie. C'est risqué de partir à la chasse. Et puis, ça prend de l'énergie aussi, et du temps. Bref. Donc finalement, s'assurer de faire plusieurs portées pour être sûr qu'il y en a au moins un qui survive, c'est la meilleure idée. Dans le contexte. Les parents ne peuvent pas s'occuper de plusieurs rejetons par risque de manquer de bouffe, et éventuellement d'énergie et de temps. Donc ils ne continueront à nourrir que le petit le plus vigoureux. L'incubation dure environ 30 jours pendant lesquels les adultes retournent souvent les œufs et ils les rafraîchissent en arrosant d'eau. Ils foutent de la flotte dessus pour les refroidir, pour éviter qu'ils aient trop chaud. Ou en les recouvrant de végétation humide. Après l'éclosion, les adultes nourrissent les petits par régurgitation de proie dans le nid. Ça arrive souvent, hein, c'est classique même, je pense. C'est vraiment un truc habituel chez les oiseaux. Ils vont chercher la bouffe, ils reviennent, sauf que la bouffe, ils l'ont pas dans les patounes. Hein, vous voulez qu'ils la mettent où? Donc ils l'ont avalée et ils la recrachent. Miam. Mais une fois... Ah non, ils se nourrissent par régurgitation, mais les petits se nourrissent seuls. Les parents font de l'ombre aux oisillons et parfois les arrosent d'eau pour les rafraîchir. Putain, ils sont super bien traités par leurs parents. Hein. J'aurais bien aimé avoir cette chance. Bref, le développement des petits est lent en comparaison avec la plupart des autres oiseaux. Pendant 35 jours, les oisillons ne peuvent pas se tenir debout. Un des deux parents les garde au nid pendant que l'autre part en quête de bouffe. Par la suite, les deux parents partent en chasse, laissant les petits tout seuls. Les plumes ne sont pas totalement développées avant 2 mois et les petits ne peuvent pas voler avant 105 à 112 jours. Ouais. Pendant encore 1 mois après l'envol, les parents continueront à nourrir les petits. Les jeunes arrivent à maturité sexuelle à 3 ou 4 ans. Les oiseaux peuvent vivre jusqu'à 36 ans en captivité. Donc ils ont même un système d'allocation familiale du coup. Même après qu'ils soient seuls, vivants, indépendants de ça et qu'ils sont matures là, ils continuent d'être alimentés pendant 1 mois par leurs parents. Les effectifs de la population, il y en a combien? On n'a pas beaucoup d'informations sur les mœurs et les origines de ce oiseau, difficile à observer dans son milieu naturel. Menacé de disparition, on peut l'observer dans certains zoos. Ne donnez pas d'argent aux zoos, n'allez pas là-dedans, c'est de la merde. Voilà. Allez plutôt dans des réserves naturelles, vous aurez moins de chances de voir les animaux que vous voulez voir, mais vous êtes sûr que les animaux sont bien traités au moins. Les zoos, de la même manière que les animaleries, etc., c'est un business, il ne faut pas leur donner d'argent, parce qu'ils encouragent la maltraitance animale en fait. Et puis le simple fait d'enfermer un animal dans une petite cage de 4 mètres carrés, vous êtes gentil, mais ça craint. La principale menace est la destruction de l'habitat, principalement des zones de nourrissage, souvent asséchées pour les transformer en zones agricoles. On peut ajouter à ça la menace des incendies en inondation, ainsi que le piétinement des nids par les troupeaux allant boire. Selon BirdLife International, la population estimée à entre 12 et 15 000 individus en 1997 serait passée en 2002, bonjour, c'est mon année de naissance, de 5 000 à 8 000. Ah ouais! Ah oui, non, ils sont classés vulnérables, hein, putain. Et moi qui espérais préoccupation mineure. Ah non, non, regardez où on est là. Préoccupation mineure, c'est LC. Entre les deux, c'est quasi menacé, là, c'est vulnérable. Donc non, non, ils en prennent plein la gueule, en fait. Ah oui, non, ils sont vraiment pas beaucoup. Hein.
Il est classé par l'accord sur la conservation des piou-piou d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie dans la catégorie A1C, c'est-à-dire parmi les espèces dont il reste moins de 10 000 couillons, depuis 2002. La CITES a classé cette espèce en annexe, et donc en annexe 2, une espèce vulnérable à commerce réglementé. On tire pas dessus, merci. Depuis 1987. L'UICN, donc le système de, les gens qui ont fait le système de classement que vous voyez à gauche avec la barre pour savoir si c'est la merde ou pas, ces gens-là donc classent le bec en sabot dans la catégorie vulnérable, C2II, population en déclin et estimée à moins de 10 000 individus depuis 2004. Donc depuis 2004, il y en a moins de 10 000 et la population continue de se casser la gueule. Super. Le parc Perideisa, situé en Belgique, est le premier parc au monde à avoir réussi la reproduction du bec en sabot du Nil. Le premier oisillon a éclos le samedi 19 juillet 2008 et fut appelé Abou, suivi d'un second oisillon éclos le 24 juillet et fut appelé Markoub. Voilà. Je sais pas dans quelle mesure Perideisa, Paradisio, pardon, est un... Ça reste un zoo, hein. Je répète que les zoos ça craint, mais je sais qu'à un moment, je sais pas si c'est toujours le cas, ce parc-là reprenait des animaux qui avaient été maltraités dans des cirques, etc. Oui, bon, moi de maltraitance, c'est les mettre dans des cages qui sont un tout petit peu plus grandes. Ça craint quand même, mais ça craint moins que... Ça craint moins que les cirques. Mais ça craint. Allez voir vraiment des réserves naturelles par pitié. N'allez plus dans les zoos, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Le parc Perideisa, situé en Belgique, machin, super. Alors, on a fait le tour. On va aller regarder la vidéo. Elle est où? Elle est là. Tac. Merde, je peux pas le mettre en grand. Tant pis. On le rend pas grand. A giant, prehistoric-looking bird. J'arrive pas à le mettre A shoebill. Merde, vous avez pas les sous-titres, du coup, super. Standing well over a meter tall, she roams these swamps, trying to catch catfish. Il essaie d'attraper les catfish, lol. Les catfish, vous avez le... Non? Bref. Des poissons-chats, c'est parce que c'est les... Vous connaissez l'émission Catfish? Not exactly what she was after. Oui, je l'avais déjà vu celle-là. Deeper into the swamp lies the reason for all Oui, this voilà. fishing. This chick is just 3 weeks old and a little bit wobbly on its feet. Its vast bill means it has trouble balancing. It won't be able to fly oui. or even walk C'est le properly bec qui for l'empêche de several trouver une weeks. balance, de trouver l'équilibre, quoi. C'est comme moi à vélo. C'est vraiment un équilibre de merde. It's entirely reliant on its parents for food and water. There is also a smaller chick who isn't doing so well. The larger chick pesters its mother for a drink. While she goes off to fetch water, it reveals a dark side to the relationship with its nestmate.
Bon, évidemment, ils mettent It's l'emphase 3 là-dessus days avec... older than the other chick and has always avec, won une the scène à la race for Mufasa, là, food mais and bref. attention. This is more than just a scrap between two siblings. As their mother returns, she sees what the larger chick has done. The smaller chick seeks its mother's comfort. But she has already made her choice. Only her firstborn will get a drink. Et ouais, donc c'est bien ce que je disais du coup. Mais bref, il est complexe cet oiseau. Et donc voilà. Hop, on est ici. Et c'était le bec en sabot du Nil. Voilà, voilà. Je vais vérifier le son, on sait jamais, mais normalement ça devrait être bon. Ah non, il y a quand même un problème. Ah non, c'est bon. J'ai quand même l'impression que vous avez un léger décalage. Je ne sais pas. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à voir. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. D'accord. Bon, bah tout va bien, tant mieux. Il est 20h33, j'ai faim. Je me tâte. En plus, j'ai dit que j'avais pas beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait, on en fait un deuxième ou on attend demain ou après-demain ou peut-être la prochaine fois que j'aurai mon micro? Je sais pas. Parce que j'ai envie de faire plus de streams avec. J'ai envie d'attendre. C'est ça qui est paradoxal. J'ai envie d'attendre d'avoir mon bon micro pour faire des streams, mais en même temps, je me dis, bah oui, mais c'est le mois d'octobre, c'est maintenant qu'il faut streamer, mec. Et du coup, ouais, voilà, j'hésite. J'hésite. Voilà. Pensez qu'on fait quoi, vous? Parce que j'ai vraiment faim. J'ai faim. Et puis je suis fatigué en plus. Le problème c'est que si je cut maintenant, je suis pas sûr de streamer demain en fait. J'ai vraiment pas beaucoup d'énergie du tout ces temps-ci. Et merde, putain, j'ai oublié de mettre mes trains. J'ai oublié de mettre mes sources pour YouTube. Désolé. Là. Ouais. C'est la même playlist depuis le début. Donc voilà, vous avez rien raté. Mais dans la playlist, c'est pas les mêmes musiques, je pense. Enfin, c'est la même vidéo depuis le début. Mais c'est pas la même... Oui, il y a plein de musiques différentes, non? Je sais pas. Bref. Voilà, donc maintenant vous l'avez. Mais par contre, du coup, c'est trop décalé vers l'autre côté, là. C'est quoi le nom de la chaîne? C'est... Chill, CH2, enfin CHI2L, Cartoon, comme cartoon avec 2 O, Vibes, voilà, VIBES. Bon, écoutez, moi, je pense que je suis fatigué et que j'ai faim, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de restreamer demain, peut-être, attendez-vous à me voir demain dans l'après-midi, voire la soirée. Le souci, c'est que moi, j'essaie de marcher, parce que je peux remarcher sur mon tapis de marche, et du coup, j'essaie de prendre la bonne habitude de marcher dessus, mais vas-y, c'est compliqué. Voilà. En plus, je suis en train de totalement me décaler sur mon rythme de sommeil qui fait n'importe quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Hop. Donc voilà, moi, je vais vous laisser là. On se revoit sûrement, peut-être, c'est possible demain. Sinon, vendredi. Oui.
vendredi au plus tard, dans le début d'après-midi à fin de soirée. Voilà. Malheureusement, les horaires, c'est toujours aussi compliqué. Hein. Je n'arrive pas à faire les trucs quand je me sens pas de les faire. Et du coup, je peux vous dire, il y a des horaires écrits hein, sur ma chaîne, sur ma page Twitch. Si je vous dis que je vais streamer à X heures, à X jours, c'est mort. Quand je dis je vais streamer 3-4 fois par semaine, ça j'y arrive, voilà. Et j'arrive même à avoir des horaires un peu fixes. Mais si je les communique et je dis voilà, ce sera là, c'est mort, j'y arrive plus. Donc c'est un peu la partie chiante. Mais bref. Donc voilà, c'était le bec en sabot du Nil. Un piou-piou un peu spécial. Qui a un grand bec, qui a l'air un petit peu intimidant. Et qui laisse mourir une progéniture sur 2 pour être sûr que celle qui survit soit la plus adaptée et soit capable de survivre. Et voilà, c'était l'ouverture, la première bébête d'ouverture du Creepy Month. Et ce sera du coup que des bébêtes bizarres et flippantes qu'on verra ce mois-ci. J'ai pas trouvé que le bec en sabot était très flippant, mais je peux comprendre que l'aspect cruel avec les gamins et la tête qui est imposante et qui est un peu voilà, je peux comprendre qu'il y en ait à qui ça fasse se sentir un peu bizarre. Donc voilà. Mais je vous le dis tout de suite, parce que j'ai la liste des quelques espèces que j'ai prévues sous le pif. Il y en a qui sont vraiment dérangeantes. Il y en a qui vont vraiment être... Vous n'êtes pas prêts. J'en ai quelques-unes là, ça va être cool. Il y en aura des plus soft aussi, j'ai prévu un peu de tout. Voilà, l'important c'est vraiment que ce soit visuellement spécial. Je reçois des mails un peu spéciaux, tiens. Bref, donc voilà. Moi sur ce, je vous laisse à demain ou à après-demain, entre 14 et 18 heures. Voilà. Sur ce, ciao. Voilà, passez une bonne soirée et moi, je m'en vais.